Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on va maintenant attaquer donc les corrections radiatives. Alors on va d'abord traiter des cas de base simples entre guillemets, qu'on demande quand même du travail, ceci afin d'aborder les divergences et implémenter la renormalisation qui se fera ordre par ordre. Et on l'appliquera alors à des cas concrets. Le calcul des cas simples semble à première vue un exercice direct, mais qui nécessite juste de méthodes analytiques, un peu de calcul. Mais il s'avère que c'est un problème hautement non trivial à cause de la présence de divergences ultraviolettes. On verra la théorie générale de renormalisation plus tard. Nous allons d'abord nous familiariser avec le sujet en se concentrant sur le calcul des corrections radiatives à l'ordre le plus bas de l'électrodynamique quantique, normalement une boucle. Cela nous permettra de voir comment extraire des résultats sensibles d'expressions qui sont apparemment mal définies et de les comparer aux valeurs expérimentales. Et nous introduirons progressivement les concepts de renormalisation. Comme cela, c'est d'ailleurs un peu fait historiquement, puisque historiquement, quand l'électrodynamique quantique est arrivée, très rapidement, les scientifiques, les théoriciens ont été confrontés à ces divergences. Et ils ne comprenaient pas comment leur donner du sens. Et c'est l'idée de la renormalisation qui est venue résoudre le problème. Un sérieux obstacle à cette approche est que de ce point de vue, l'électrodynamique quantique n'est certainement pas la théorie la plus simple pour faire cela. Mais pour des cas concrets, par rapport aux différents types d'interactions physiques réelles, l'électrodynamique reste quand même la plus simple que nous ayons sous la main. On devra faire face à l'invariance de jauge et désintriquer tout ce qui est divergence ultraviolette et divergence infrarouge. Néanmoins, il est important de faire cet effort sans trop s'inquiéter au départ et de vouloir justifier trop vite certains raccourcis qu'on verra plus en profondeur après. Alors, les paramètres tels que les masses, les constantes de couplage qui apparaissent dans le Lagrangien ne sont en réalité pas des quantités directement mesurables. Ce qu'on va mesurer, c'est des sections efficaces entre des collisions de particules, par exemple. Dans la théorie classique des particules ponctuelles, nous devrons ajouter la masse nue à la contribution électromagnétique pour avoir la masse inerte physique. Cette dernière est évidemment une grandeur finie. Par contre, les précédentes seront des grandeurs infinies. Et donc, nous devrons donner une définition opérationnelle des paramètres fondamentaux, qui sont en nombre fini. La théorie de la renormalisation montrera alors que les expressions perturbatives des fonctions de Green sont finies quand elles sont exprimées en fonction des paramètres physiques. Les masses seront généralement définies comme des pôles isolés de fonctions à deux points. Les résidus correspondants, qui apparaissent comme des constantes multiplicatives des amplitudes de diffusion, seront absorbés dans la définition des champs renormalisés. Finalement, les constantes de couplage seront choisies en fixant la valeur de certaines amplitudes à des points appropriés dans l'espace-moment. Alors, afin de réaliser ce programme, il vaut mieux traiter d'abord des quantités finies bien définies. L'origine des divergences vient du caractère singulier des fonctions de Green à courte distance, ou de manière équivalente, dans l'espace-moment des transformées de Fourier,
elle ne s'annule pas assez vite à longue distance, rendant les intégrales divergentes. Dans une étape intermédiaire, on est alors conduit à régulariser la théorie. C'est-à-dire qu'on remplace les expressions originales par d'autres, plus douces, plus régulières, plus sympathiques, telles que les intégrales deviennent finies, donnant ainsi du sens aux expressions. Donc on procède en fait en 3 étapes. Premièrement, on fait la régularisation pour avoir des quantités qui ont un sens. Deuxièmement, on fait la renormalisation. Donc on passe aux paramètres physiques. Et troisièmement, on élimine les paramètres de régularisation pour revenir à la théorie normale. La renormalisation est réussie si des quantités finies sont obtenues comme résultat de ce processus. Un des grands objectifs du programme de renormalisation est de vérifier que les résultats ne sont pas influencés par le choix des différentes méthodes de régularisation ou renormalisation. Alors, pour commencer, regardons d'abord le propagateur du photon dans l'espace-moment. Alors, on a la contribution libre. Zéro, à l'ordre le plus bas, G mu de K est égal à moins I, pardon, G mu nu moins K nu sur mu carré. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu, hein, divisé par K carré moins grand M carré plus I epsilon plus K nu sur mu carré divisé par K carré moins M carré, là c'est mu carré, pardon, K carré moins grand M carré plus I epsilon, avec M qui est égal à M carré égale mu carré sur lambda. Donc nous avions vu cela. À cette contribution du photon libre, on doit ajouter des corrections. Alors on va commencer avec une correction que l'on donne en suivant les règles de construction et de traduction en équation des diagrammes de Feynman que nous avons vus. Et au premier ordre, on a le photon libre, K, et on a une correction à une boucle. On note les points ici, ρ et nu, et ici P moins K, pour la boucle de fermion. Et donc on va avoir G ρ nu 1 est égal à G 0 ρ prime de K bien entendu fois oméga bar ρ prime nu prime fois G 0 nu prime nu de K. Donc ça correspond aux deux lignes externes et ceci correspond à la boucle. On a donc oméga bar rho nu de K est égal à moins I epsilon carré fois l'intégrale d4p. Donc ça, l'intégrale pour la boucle interne de pi4 fois la trace de gamma mu
I sur P slash moins M, I sur P slash moins M plus I epsilon, fois gamma nu, I sur P slash moins K slash moins M plus I epsilon. Les deux expressions correspondant aux deux lignes dans la boucle. Alors, le signe supplémentaire, ici, il vient du fait que on a une boucle de fermion. Alors, l'intégrale semble quadratiquement divergente, puisqu'on a 4 ici pour l'impulsion, mais P seulement 2 fois au dénominateur. Et donc, elle semble diverger de manière quadratique pour l'impulsion interne grande. Plus elle grandit et plus le terme devient élevé. Alors, pour donner un sens à cette relation, nous allons utiliser la régularisation de Pauli-Villars. On viendra un peu plus généralement sur les méthodes de régularisation plus tard. Ici, on va utiliser la méthode dite de Pauli-Villars, qui consiste à coupler de manière minimale les photons à un champ spinoriel supplémentaire avec une très grande masse. Lambda S M. Avec lambda S très grand. Alors, ces champs peuvent, c'est une astuce, c'est une technique qui est mise dedans, qu'on retire à la fin. Ces champs peuvent donc correspondre au secteur de métrique indéfinie de l'espace de Hilbert. Et nous continuerons cette méthode, nous appliquerons cette régularisation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.